Une nouvelle ère se lève ici à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale avec l'arrivée de Louis Mbangantolo qui est le nouveau directeur général de la BVMAC et nous avons le grand honneur de le recevoir juste après son installation ici même dans la salle des marchés. Avec pour leitmotiv, bien entendu, la mobilisation de l'ensemble des ressources de la sous-région pour le financement de l'économie et une redistribution de la croissance qui va naître de ces engagements-là. Je vous reçois avec grand honneur, monsieur le directeur général. Merci, c'est moi qui remercie Afrique Média de me donner encore un temps d'antenne. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons suivi tout à l'heure Olivier Mokulu-Mvondo Akam, qui était le représentant du président du conseil d'administration de la BVMAC lors de l'installation, qui a tenu à préciser que les chefs d'État voulaient impérativement que le marché financier sous-régional soit le financier direct de l'économie comme alternative à côté des banques, afin que la croissance puisse être redynamisée et que la redistribution soit. Tout à fait. Le représentant du PCA de la BVMAC, M. Mokulu, qui représentait donc M. Henri-Claude Hima, a effectivement insisté sur l'apport, la contribution de la bourse, la contribution du marché financier à la mobilisation des ressources au service du secteur privé. Donc je crois qu'il a beaucoup insisté dessus. Alors la mobilisation des ressources au profit du secteur privé, ça veut dire que non seulement nous attendons, et du moins c'est comme ça que je l'ai compris, non seulement nous attendons le secteur privé qui revienne sur ce marché, que ce soit pour émettre des obligations, donc des titres de dette, ou alors pour ouvrir ou augmenter le capital social, mais également, le deuxième volet de ça, c'est que nous voulons que les investisseurs, donc ceux qui achètent les titres qui vont être émis, soient le citoyen lambda de la CEMAC, donc ceux qui ont un portefeuille plus réduit, qui puissent être intéressés par ce marché, au même titre que ceux qui ont un peu plus de fortune. Donc en fait, les défis sont là, c'est de donner le marché, de positionner le marché au niveau du citoyen moyen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons eu un invité spécial. Nous avons eu un invité spécial, c'est la présidente de l'association des femmes Bayam Salam du Cameroun, parce que nous lui avons expliqué le projet. Nous voulons un marché qui mobilise la petite épargne et qui mette cette petite épargne au service du secteur privé et au service des États également. Et donc, c'est effectivement le grand défi que nous avons à relever dans le cadre de notre mandat qui commence bientôt. Nous avons fait la passation de service aujourd'hui parce que, comme vous le savez, les 2 derniers jours de l'année, ce sont des jours de fête, fériés, et donc on ne pouvait pas attendre. Mon mandat court à partir du 1er janvier, mais nous avons fait la cérémonie protocolaire. La signature des registres, nous l'avons faite aujourd'hui, donc en anticipation pour que le jour dit que nous serons prêts. Alors, quand on parle aujourd'hui de mobiliser les ressources, toutes les ressources de la sous-région pour financer le secteur privé, on voit la sensibilisation, l'éducation à la culture boursière qui va être au cœur justement d'une telle approche. On a suivi M. Mokulu-Mvondo tout à l'heure dire que c'était vraiment l'élément fondamental pour lequel votre candidature avait été retenue parmi toutes les autres candidatures. Alors vous aujourd'hui, quelle est concrètement votre approche stratégique pour faire en sorte que le citoyen lambda puisse intégrer le marché financier sous-régional? Alors, l'approche stratégique va résider essentiellement sur le prix, le coût que coûte l'accès à la propriété d'une valeur mobilière. Nous sommes sur un marché que nous avons identifié comme étant encore élitiste. Il y a une entreprise, une microfinance qui vient d'être cotée en bourse, qui va devenir une banque. Et nous nous sommes rendus compte que le prix d'une action vaut plus de 40 000 francs. Et la dynamique pour pouvoir acheter ces actions-là a été un petit peu étouffée par rapport au ticket d'entrée. Donc la stratégie va être simple. Nous allons utiliser un certain nombre
de mécanismes qui ont déjà été expérimentés sur d'autres marchés pour pouvoir faire en sorte que même les entreprises qui sont cotées aujourd'hui et dont la valeur des actions reste encore élevée, nous allons faire un split, donc nous allons faire ce qu'on appelle le fractionnement des actions. Et très bientôt sur notre marché, les citoyens lambda de la CEMAC, d'un pays de la CEMAC, pourra acquérir les titres de n'importe quelle entreprise qu'il souhaite à des prix défiant toute concurrence. Vous allez être en mesure de pouvoir acheter les titres à 500 francs, je dis bien 500 francs CFA, à 1000 francs CFA. Cela va aussi nous permettre d'avoir une quantité de titres plus importante, sur le marché, et donc on aura la possibilité de pouvoir drainer des foules, des masses, pour pouvoir leur dire, voilà des actions d'entreprises que vous pouvez acheter aujourd'hui, selon la performance intrinsèque que ces entreprises pourront avoir. Vous avez la possibilité demain de revendre ces actions-là à des prix plus élevés, parce que chaque fois qu'une entreprise fait de la performance, tout le monde veut son titre. Et si les gens veulent le titre, la loi de l'offre et la demande veut que le prix augmente. Et c'est tout à fait légitime que quelqu'un qui fait de l'investissement, qui fait de l'épargne, puisse prétendre à ce que cette épargne, c'est-à-dire se fructifie. Donc, nous baissons le prix d'entrée dans la valeur des actions, c'est-à-dire vraiment ça c'est un volet stratégique qui est très important. Nous multiplions le nombre d'actions, c'est-à-dire en circulation. Ça permet d'aller vers les portefeuilles les plus modestes. Avec 1000 francs, avec 500 francs, vous pouvez être actionnaire. Et nous pensons que cela va aussi contribuer à améliorer un peu la culture boursière. Parce que si vous avez une action, peut-être d'une grande société brassicole de la place qui est cotée aujourd'hui sur le marché, ou d'une agro-industrie qui est aujourd'hui cotée sur notre marché, si vous avez une action, non seulement vous pouvez attendre de pouvoir spéculer, donc de gagner un peu d'argent en attendant de saisir les opportunités où le prix serait à la hausse, et donc de vendre à un prix plus élevé que le prix d'achat, mais également vous avez la possibilité en tant qu'actionnaire de pouvoir participer à la vie de cette entreprise. Ça veut dire que lorsqu'il y aura une convocation des actionnaires, vous serez convoqué, même avec un investissement de 1000 francs, de 2000, et vous pouvez aller entendre exactement qu'est-ce qui se dit, quelle est la stratégie que cette entreprise est en train de mettre en place pour pouvoir, à un moment donné, augmenter son chiffre d'affaires ou pouvoir gagner, faire des conquêtes sur des nouveaux marchés et donc de pouvoir se déployer sur le plan régional ou bien sur le plan international. Donc, ce ticket d'entrée-là qui va être réduit est vraiment quelque chose de fondamental, quelque chose c'est structurant. C'est structurant parce que non seulement ça vous permet d'accéder à la propriété des actifs à un prix très, très réduit, mais également ça vous donne accès, c'est-à-dire à des salles de réunion qui rassembleront les actionnaires. Donc nous pensons que c'est une stratégie qui va faire en sorte qu'aucun citoyen de la CEMAC ne va se dire « Ah, c'est pour les autres ». Et lorsque nous voulons nous appuyer sur des relais, comme l'association des femmes Bayam Salam du Cameroun, on veut s'appuyer sur les relais, c'est parce que nous sommes aussi en train de leur donner un certain nombre de grilles de lecture que lorsqu'ils se seront appropriés, ils feront les formateurs. Donc nous, on les forme pour qu'eux-mêmes ils deviennent des formateurs pour leurs adhérents. Donc nous sommes en train de diffuser, on est en train de partager. Il n'est pas mauvais que quelqu'un puisse essayer de s'enrichir, c'est-à-dire en achetant quelque chose à un prix faible pour le revendre à un prix plus élevé. Nous faisons la même chose en mettant l'épargne dans la banque, parce que nous cherchons le taux d'intérêt. On fait la même chose en faisant un investissement peut-être immobilier, parce que nous pouvons acheter un terrain en espérant que les aménagements vont faire en sorte qu'il soit élevé. Nous faisons la même chose lorsque nous jouons au jeu, les paris, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout à fait légitime, c'est-à-dire ça contribue à des sentiments, à des approches légitimes, c'est-à-dire d'accroissement des richesses des citoyens. Donc nous sommes là pour pouvoir les aider, pour leur dire que la bourse aussi est un cadre bien structuré, bien réglementé, où si ça vous arrive de faire des bénéfices, personne ne va vous dire que vous êtes en train de vous faire avoir. Parce que nous sommes sur un secteur qui est bien régulé. Nous avons un régulateur qui est là. Les chefs d'État sont là. Les chefs d'État veulent que la bourse devienne une espèce d'exutoire du peuple.
de dire ici vous pouvez aussi nourrir vos rêves de pouvoir accéder à la propriété de certaines entreprises, accéder peut-être aux bénéfices de certaines entreprises, que ce soit du dividende, que ce soit de la plus-value. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le plan fiscal, les États sont en train de faire des efforts pour que tous les revenus que vous pouvez gagner en rapport avec l'achat des titres, l'achat des obligations, l'achat des actions, que ces revenus puissent être complètement défiscalisés. C'est pour pouvoir vous permettre d'investir peu, de gagner peu, mais si vous investissez plus, vous gagnerez plus et vous n'aurez pas à passer à la caisse pour laisser une partie aux États. Les États vous en font grâce, ils vous font une économie de ne pas payer les impôts. Donc nous sommes là pour pouvoir essayer de vulgariser cette approche-là, de dire autant hier vous n'aviez pas la possibilité de pouvoir faire des investissements sans qu'on vous reproche de vous soumettre à des arnaqueurs. Il y a eu MIDA, il y a eu un ensemble de structures qui vous ont pris votre épargne. Autant aujourd'hui, on va vous dire, orientez-vous vers la bourse. Je sais, vous allez me dire, mais il n'y a pas assez d'actifs. Et qui vend? Je pense que les réformes que nous allons faire, mais également les chefs d'État, tout ce qu'ils ont déjà pris comme dispositif, et nous les remercions vivement pour ce qu'ils font, pour ce que les chefs d'État font, parce que je ne cesserai de le dire. L'État de Guinée équatoriale a montré 3 entreprises, l'État du Gabon 3, l'État du Congo 4. Il faut remercier ces chefs d'État. L'État du Cameroun va bientôt sortir aussi sa liste. Et nous allons avoir une action pour que beaucoup d'entreprises viennent sur le marché dans les prochains mois. Et ça donnera autant de masse critique pour que vous puissiez venir acheter des actions à des prix très intéressants. Donc voilà un peu, cher monsieur, la stratégie globale. Donc nous saisissons au vol ce que les chefs d'État sont en train de faire pour dynamiser, pour pouvoir enrichir leur peuple, pour pouvoir redistribuer les flux de la croissance. Nous saisissons ce vol et nous, en tant que professionnels, nous faisons les réformes qui s'imposent pour que ça quitte l'élitisme, que ça redescende vers le petit peuple, que ça redescende vers tous les types de corporations, les associations des mototaxis, les associations des Baam Salam. Nous voulons que tous les citoyens de la CEMAC, de la diaspora, puissent être intéressés et mobilisent la petite épargne qu'ils ont pour la mettre finalement au service d'une entreprise qui vont non seulement recruter nos jeunes, mais également pouvoir avoir la ressource pour pouvoir défier, c'est-à-dire d'autres entreprises sur le plan mondial. Alors, ce marché financier sous-régional, pour les États, c'est un outil de redynamisation de la croissance, dans le sens de lutter contre la pauvreté. Vous venez de l'évoquer. Vous avez surtout évoqué la stratégie que vous comptez mettre sur pied pour mobiliser l'épargne des couches les plus vulnérables de la société vers le marché financier. J'aimerais maintenant que vous puissiez nous renseigner sur comment est-ce que vous comptez inciter aujourd'hui les PME, PMI, TPI camerounaises ou alors de la sous-région à comprendre que la bourse est le lieu du financement par excellence et que voilà, une ouverture de capital peut être un outil formidable justement de financement pour une redynamisation de la croissance. Alors ça c'est le sujet de fond. C'est le sujet de fond parce qu'en réalité, pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une offre et une demande. Nous allons sensibiliser la demande, c'est-à-dire les investisseurs, qui d'ailleurs, sur la base de ce que je viens de dire, on se rend compte que l'investissement est disponible. L'investissement doit juste être drainé là où il y aura plus de visibilité et où il y aura plus de sûreté, il y aura moins de risques. L'investissement doit être drainé. Donc, il y a une certaine masse critique d'investissement. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'offre. Donc, la demande est là, il faut qu'il y ait de l'offre. L'offre, c'est de dire comment faire aujourd'hui pour que les petites entreprises, les moyennes entreprises viennent soit ouvrent leur capital à des citoyens de la CEMAC ou alors viennent s'endetter sur le marché financier. À ce niveau, nous avons des problèmes qui sont déjà identifiés. Sur l'ouverture du capital, il y en a qui hésitent parce que la structure de l'actionnariat, c'est souvent des entités familiales qui peuvent avoir peur de dire il y a une inquisition des autres qui vont venir. Donc il faut qu'on puisse leur dire que logiquement,
c'est-à-dire une entreprise qui ouvre son capital, c'est-à-dire n'est pas une entreprise qui va forcément passer sous le contrôle d'autres acteurs. Au contraire, vous êtes en train de pérenniser, c'est-à-dire un savoir-faire, vous êtes en train de pérenniser votre entreprise qui doit survivre même à son promoteur. Donc, l'entreprise doit survivre à son promoteur. Donc, le premier point, c'est de pouvoir sensibiliser les entreprises sur ceux qui ouvrent le capital. Il ne faut pas avoir peur de dire que j'ai peur que les autres personnes viennent saturer, polluer la tenue de mes organes sociaux. Si je vais à la bourse, après nous nous retrouvons en 10 000, qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour organiser des assemblées générales où nous sommes très nombreux? Et puis si les gens commencent à fouiner leur nez dans ce que je fais, comment je fais ça? Il faut que ces personnes comprennent que sur les marchés internationaux, une entreprise qui vient sur le marché ne vient pas sur le marché pour pouvoir avoir à gérer le petit actionnariat. Le petit actionnariat, son but, il faut que les gens comprennent bien, il faut que les chefs d'entreprise comprennent bien que le petit actionnariat essaie tout simplement de profiter de la croissance, de la bonne gestion d'une entreprise pour se faire de l'argent, soit en recevant son dividende, ce n'est pas pour venir polluer la tenue des assemblées ou des conseils d'administration, ou alors en étant en mesure de pouvoir revendre les actions, c'est-à-dire à des prix plus élevés. Ils sont là dans une dynamique de recherche de profit, dans une dynamique de recherche de gains. Ils ne sont pas là forcément pour venir être une espèce de force d'inquisition, pour venir prendre le contrôle de votre entreprise. Et d'ailleurs, lorsque vous ouvrez votre capital, vous avez la possibilité de limiter et de mietter, de sorte à ce que ceux qui arrivent ne puissent pas avoir, que ce soit la minorité de blocage, mais qui soit complètement dilué, mais qui vous apporte des capitaux frais, parce que ce n'est pas de la dette. Si vous ouvrez votre capital aujourd'hui et que vous collectez 1 milliard, c'est 1 milliard que les gens vous donnent sur la base de la confiance qu'ils font dans la gestion que vous avez. Vous ne leur devez pas 1 milliard, mais si vous gérez bien avec le milliard que vous avez eu sans endettement, vous allez non seulement augmenter votre production, votre chiffre d'affaires, mais leur faire bénéficier aussi de cet argent qu'ils vous ont donné, ils vous donnent d'abord pour la confiance. Ce qu'il faut dire aussi aux petites et moyennes entreprises, c'est de dire que la bourse doit être comprise comme étant vraiment le baromètre social. Si vous voulez savoir exactement comment le public juge la manière de gérer votre entreprise, comment le public fait confiance, c'est-à-dire à votre entreprise, comment le public c'est-à-dire est prêt à vous soutenir sur la bourse, c'est sur la bourse que vous allez voir exactement quel est le sentiment que le public a sur votre entreprise. Sachez aussi qu'en venant sur la bourse, les banques même vont vous faire confiance parce qu'ils savent que vous avez amélioré votre gestion. Donc vous aurez encore plus de possibilités en tant que société cotée à pouvoir lever de la dette. Mais nous travaillons aussi avec les États pour que les États puissent vous donner un peu d'incentive, c'est-à-dire un peu de... je ne sais pas, c'est-à-dire qu'ils puissent vous inciter, des incitations, notamment fiscales, qui peuvent vous amener aussi à pouvoir amortir la charge des frais d'intermédiation qui sont liés à une entrée en bourse. Donc, il faut diversifier vos sources de financement. Vous pouvez ouvrir votre actionnariat sans être inquiété parce que les règles, c'est-à-dire d'appel public à l'épargne, font que ça va vous protéger. Vous aurez certainement de nouvelles personnes qui vont venir vous regarder, mais vous allez avoir un certain nombre d'avantages que les États sont en train de mettre en place aujourd'hui. Nous savons aussi que vous avez tendance à penser que la bourse coûte cher. Moi, je vais prendre la direction de la BVMAC et ici, vous aurez une oreille à votre écoute pour pouvoir négocier un petit peu vos conditions d'entrée sur le marché pour qu'on puisse les alléger, c'est-à-dire de sorte que ce coût-là qui peut vous paraître exorbitant soit un peu supportable en ce qui vous concerne. Et vous verrez que lorsque vous allez voir tous les avantages qui sont induits, ça peut peut-être faire un effet d'entraînement pour que les autres entreprises viennent. Donc, nous savons que vous avez des problématiques sur la tarification, c'est-à-dire les droits d'entrée. Vous avez des inquiétudes sur le comportement, c'est-à-dire des citoyens que vous ne connaissez pas et que vous pouvez faire admettre dans votre capital. Mais sachez aussi que ces citoyens-là
dans les autres marchés n'ont pas tendance à venir contrôler votre gestion. Ils veulent juste que vous gérez bien et ils puissent gagner de l'argent. Donc, si vous gérez bien et qu'ils gagnent de l'argent, ils vont vous laisser tranquille. Et si vous ne gérez pas bien, ils peuvent vous donner aussi des idées, c'est-à-dire pour une meilleure gestion. Nous savons aussi que vous voulez voir davantage les États pouvoir vous accompagner, c'est-à-dire que ce soit en matière d'incitation fiscale, pour pouvoir atténuer aussi le coût des factures d'intermédiation sur le marché. Tous ces sujets-là, nous sommes en train de les porter. Nous les portons avec la Banque centrale, la BEAC. Nous les portons avec l'association des professionnels des intermédiaires de marché, les associations des bourses. Nous les portons avec la COSUMAF. Et nous sommes complètement ouverts. Et nous voulons aussi travailler avec vos corporations, vos patronats, pour pouvoir essayer de bien comprendre à votre niveau, c'est-à-dire quels seraient les déclics pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'entreprises qui viennent naturellement chercher de l'argent qui est disponible auprès du public, c'est-à-dire complémentairement à tout ce que vous pouvez lever au niveau des banques. Donc nous sommes là pour ça. On est là, les États veulent qu'on vous soutienne, qu'on vous montre, qu'on vulgarise cette activité-là. Nous allons vulgariser cela et je viens de commencer par vous expliquer. La dernière chose que je peux dire pour chuter, c'est de dire que lorsque vous êtes une entreprise cotée, sachez que vous avez un levier complémentaire pour gérer, pour fidéliser vos cadres, pour fidéliser vos talents, en leur donnant des actions gratuites avec des délais d'exercice ou alors en créant un certain nombre de produits, c'est-à-dire d'épargne collective au sein de vos entreprises avec des possibilités de sortie ou des possibilités d'entrée pour les futurs salariés qui vont venir et que cela soit géré par des professionnels. C'est très intéressant parce que ça se passe partout dans les autres entreprises sur le plan international. Les gens n'utilisent pas la bourse uniquement pour venir lever la dette, mais également pour pouvoir faire en sorte qu'ils fidélisent leur personnel, ils puissent trouver un certain nombre de rémunérations additionnelles qu'ils leur donnent. Je vous donne des actions gratuites. Si vous restez 2 ans, les actions que je vous donne aujourd'hui au prix coté, si ça coûte 10 000 demain, vous allez les acheter à 2 000. Demain, vous pouvez les vendre à 10 000, mais vous restez 2 ans dans mon entreprise. Si vous partez, j'annule ce programme-là. Ça aussi, c'est fait sur tous les marchés au monde. Les plans d'actionnariat sur les salariés, c'est fait dans tous les marchés. Mais si vous n'êtes pas une société cotée, vous ne pouvez pas utiliser, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à des leviers de gestion RH qui sont beaucoup plus modernes que ce que vous avez actuellement. Monsieur le directeur général, entre les investisseurs potentiels et les entreprises qui peuvent solliciter justement ces investissements-là, il doit y avoir des passerelles de communication notamment pour permettre que l'information soit et que les uns et les autres puissent se décider normalement. Alors, quel sera ici le grand challenge justement pour permettre qu'il y ait une fluidité justement de la circulation de cette information-là entre ces deux parties? Donc, c'est une excellente question parce que justement dans ma feuille de route, je voudrais que le renforcement de la visibilité de l'institution BVMAC puisse être porté, c'est-à-dire par des médias. Nous avons vu ce qui se passe sur les autres marchés. Les bourses concluent des contrats avec un certain nombre de médias pour que dès lors qu'une information, c'est-à-dire est déjà disponible au niveau de la bourse, c'est-à-dire ça commence à être relayé. Parce que c'est l'information sur ces conventions, ces contrats-là sont conclus sur la base de l'audience que les médias peuvent avoir peut-être au niveau de la CEMAC, de savoir que ça, c'est un média qui est regardé. Et du coup, vous aurez, ces médias aura la primeur des décisions et sera là pour pouvoir diffuser. Donc, il y a d'abord ce partenariat privilégié avec les médias lorsqu'ils ont une ligne éditoriale qui est bien axée sur l'information financière, qui peut mieux communiquer, qui peut mieux structurer l'information pour que ça se comprenne. Donc c'est ce que nous avons vu sur d'autres marchés, mais en même temps la possibilité de pouvoir
animer un site internet pour pouvoir rendre l'information disponible, que ce soit le cadre réglementaire, les avis, les instructions, un ensemble d'informations qui permet à ce que la vie que nous avons au quotidien, c'est-à-dire puisse être transcrite, que quelqu'un puisse savoir voilà comment j'ai fait pour pouvoir poser une question à la BVMAC, voilà la liste des intermédiaires, voilà comment on fait pour acheter des actions, qui est une espèce de guide de marché, c'est-à-dire qui puisse être disponible. Donc en fait, c'est des stratégies de communication qui sont là, que nous allons exploiter. Et vous savez aussi que nous avons un pouvoir réglementaire. Donc nous-mêmes, nous prenons des avis, des instructions que nous pouvons rendre publiques pour pouvoir dire ce que nous faisons et communiquer avec un public large. Les bulletins officiels, la Côte participe aussi à cette diffusion, c'est-à-dire de l'information, à cet entretien permanent d'un lien avec la foule, avec la communauté. Il faut juste que ce bulletin-là puisse avoir de l'information qui soit compréhensible par au moins ne serait-ce que ceux qui achètent des titres aujourd'hui, que ces personnes-là puissent bien comprendre, c'est-à-dire le contenu de cela et ceux qui pourraient être intéressés à acheter des titres. Et nous voulons aussi que ces informations privilégiées puissent être divulguées au niveau des universités, parce que nous disons que dans les quartiers latins, ils peuvent avoir une facilité à pouvoir mieux comprendre un certain nombre, parce que n'oublions pas, c'est-à-dire on est quand même dans un secteur assez complexe, c'est-à-dire c'est de la haute finance, on peut expliquer plusieurs fois, mais il faut recommencer. On explique plusieurs fois, il faut recommencer. Nous sommes sur un marché, on vend quoi? On vend les actifs, on vend des valeurs mobilières émises par les entreprises, ça peut être des actions, ça peut être des obligations, c'est-à-dire c'est ça le sujet. Tant que le peuple ne sait pas ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'une obligation, ils peuvent ne pas comprendre ce qui se passe. Donc, pour pouvoir ramener l'information au niveau du public, il faut qu'ils sachent que ceux qui sont dans les associations, dans les tontines, on vous dit vous achetez des parts. Vous avez souscrit à combien de parts en début de cycle? J'ai souscrit à 2 parts, une part vaut tant. Les entreprises dans le régime OHADA sont constituées exactement de la même manière. Sauf qu'on n'appelle pas ça les parts. On appelle ça les actions. Donc en réalité, nous avons sur le marché la possibilité de donner aux populations la possibilité d'accéder aux parts, c'est-à-dire aux actions des entreprises, des grandes entreprises de renom. Donc il faut que sur le plan de la communication, nous ayons des petits trucs didacticiels pour pouvoir déjà ramener le jargon du marché au jargon le plus populaire qui est utilisé, pour que les gens puissent faire des parallèles avec les mêmes pratiques qu'ils ont dans des associations financières, de type tontine, de type cotisation, qui se rendent compte qu'en fait, on dit la même chose. Une entreprise est structurée comme une association, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'on réussisse à créer ce déclic-là et de dire tout simplement que ce sont les éléments de langage qui changent. Donc ça aussi, c'est de dire la bourse va peut-être publier un truc qu'on appelle un que sais-je. Je ne sais pas, qui peut prendre un certain nombre de terminologies techniques et qui puisse essayer de les divulguer, de les dire terre à terre, avec quelques comparaisons. Et là aussi, on aura besoin de personnes qui soient avisées. Et le dernier point sur lequel je voudrais chuter, c'est que nous sommes en train de réfléchir sur l'école de la bourse. Qui peut se faire la BAD veut nous appuyer sur ce projet, c'est-à-dire en finançant. On va faire des thèmes de référence pour dire, bon, concrètement, qu'est-ce que vous entendez par école de la bourse? C'est quoi le contenu que vous mettez dedans? Et ça se passe comment? Est-ce que c'est certifiant? Est-ce que c'est diplômant? Comment est-ce que vous comptez vous prendre? Est-ce que vous allez vous appuyer sur des médias? Ou alors c'est quelque chose qui va se passer dans les 4 murs, ainsi de suite. Donc tout ça, ça contribue à la vulgarisation de l'information, mais également à l'apprentissage, à la culture boursière, à la communication, à la stratégie globale de rendre visible notre marché, de dire ce qu'on fait et de faire que les gens comprennent ce que nous faisons. Monsieur le directeur général, on va sortir par cette autre question. Alors, on voit très clairement que vous êtes vraiment dans la démocratisation justement de la bourse.
et enfin, que ce soit pour les investisseurs ou alors également pour ceux qui veulent profiter de la bourse pour financer leur activité. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que vous puissiez également démocratiser les moyens d'interaction avec la bourse? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on interagit? Est-ce qu'on pourra désormais le faire, par exemple, à travers un compte mobile money? Ou alors va-t-on toujours passer par un agent placeur, par un compte bancaire préalablement créé dans un établissement financier de la sous-région? Alors ça, c'est une question vraiment très importante, parce qu'au-delà de l'aspect voie de communication, les moyens, les canaux via lesquels on peut acheter ou vendre, c'est-à-dire des actifs financiers cotés en bourse, mais également vous parlez de la conformité, de dire aujourd'hui comment les flux financiers doivent circuler, c'est-à-dire dans l'économie. Donc, sur comment la bourse peut profiter de tout ce qui est innovation sur le plan du digital, je vous dis déjà que le fractionnement des actions que nous allons faire n'aura de sens que s'il s'appuie sur ça. Parce qu'en réalité, si les actions coûtent 1000 francs, 500 francs, et que les étudiants qui font de la petite épargne de l'argent de poche que leurs parents leur donnent sont sensibilisés qu'ils peuvent acheter des titres, il faut que ça se fasse sur leur smartphone. Maintenant, déployer une application sur un smartphone pour pouvoir acheter les titres, comment ça se passe? Ça reste une activité qui est régulée, réglementée. Ne peut fournir une application que celui qui est autorisé non seulement à vendre des titres, donc celui qui peut vendre les titres, qui peut les distribuer, n'est que quelqu'un qui a un agrément COSUMAF. Donc c'est cette même personne, parce que c'est lui, derrière une application, il faut qu'il y ait un traitement back-office derrière. Alors le traitement back-office doit être exactement peut-être comme aujourd'hui, dans le mobile, on n'a pas besoin que le client mobile money soit bancarisé. Il n'est pas obligé d'être bancarisé, mais dans le mobile, il y a les distributeurs et il y a l'émetteur. L'émetteur, c'est la société de télécom, c'est-à-dire qui émet les unités de monnaie. Et maintenant, il y a les distributeurs qui peuvent être les agents, qui peuvent être la banque et qui détient un compte. Donc, derrière l'organisation telle que c'est structuré, la banque fait c'est-à-dire assure la conformité des opérations de la société de télécom. Ça veut dire que si tu veux onboarder un jeune dans l'Orange Money ou le Momo ou le Yop, si tu veux l'onboarder, s'il te plaît, identifie-le, prends sa CNI, nous voulons voir sa photo, nous voulons qu'il nous dise exactement quel est son statut. Donc c'est cette identification-là qui est l'élément de base. Qui est derrière un compte mobile money? Donc, première chose. La deuxième chose, c'est les flux. Les régulateurs vous disent, si c'est le canal-là que vous voulez utiliser, nous ne voulons pas des opérations qui dépassent un montant de temps. Parce que sinon, il ne faut pas qu'il y ait X opérations, c'est-à-dire dans une même journée. Parce que nous voulons maîtriser tout ça. Et donc, vous voyez que si les opérations sont limitées peut-être à 100 000, et peut-être c'est 5 transactions, si un titre coûte 50 000, 60 000, je ne peux acheter que 2. Par contre, si les titres coûtent 1000 francs, avec un 10 000, je peux faire plusieurs transactions. J'aurai la possibilité de faire 5 opérations sur 5 entreprises différentes, avec des montants qui me permettent de ne pas dépasser les 50 000 ou les 60 000, c'est-à-dire qui sont le plafond que les autorités exigent. Donc, les canaux digitaux, déjà, ne devraient être offerts que par les professionnels agréés, parce qu'ils vont faire du back-office derrière. Les canaux digitaux ne seront pas... On ne va pas vous dire, allez sur Play Store et télécharger telle application, et à partir de là, vous faites des opérations directement avec la bourse. Non. L'intermédiaire reçoit et fait les transactions de back-office, c'est-à-dire sur la personne qui souscrit, et maintenant, c'est l'intermédiaire qui soit a déployé un outil qui lui permet d'envoyer directement à la bourse, mais on aurait la bourse en ligne, ce qui n'est pas encore notre cas. C'est peut-être le cas de la BRVM actuellement.
mais on n'a pas encore la bourse en ligne. Ça veut dire que toutes les souscriptions qui transiteraient par les applications mobiles seront après maintenant retraitées en interne. Ça va remplir un carnet d'ordre et maintenant ces personnes-là vont se mettre à renseigner le carnet d'ordre pour envoyer maintenant au niveau de la bourse, sachant que la bourse elle-même va tendre vers une bourse en ligne, mais c'est peut-être dans 2 ou 3 ans, c'est pas tout de suite là. Donc typiquement, ce que nous voulons faire, c'est de nous assurer que les sociétés de bourse peuvent monter en compétence. Lorsque nous, on aura fractionné les titres et que le peuple, les populations vont se saisir des transactions sur le marché, ils ne peuvent pas gérer le flux, que ce soit des étudiants. De toute façon, si on leur demande de s'orienter maintenant vers leur guichet, vers les banques, on n'aura pas réglé le problème. Donc, de toute façon, ça va tuer la réforme. Donc, il faut qu'ils aient effectivement que les sociétés de bourse puissent investir, c'est-à-dire puissent déployer des applications qui permettent à ce qu'ils collectent de la part de leurs clients un certain nombre d'informations et qu'ils saisissent. Maintenant, une fois que tu as saisi, il faut recharger l'outil, il faut recharger l'application pour que la personne qui a acheté se rende compte que oui, j'ai demandé d'acheter 10 actions Tanguy, 10 actions Safakam. J'ai les 10 actions. Je vois que j'ai les 10 actions. Et non seulement c'est écrit 10 sur la partie titre, c'est écrit 60 000 sur la partie cash. Ça veut dire que si je veux vendre 5 actions, je peux les vendre à 30 000. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça là va permettre Donc, c'est des réformes où, c'est-à-dire tous les stakeholders, donc toutes les parties prenantes doivent s'asseoir pour dire qu'une société de bourse, si on vous demande aujourd'hui d'avoir une appli pour pouvoir onboarder la masse, c'est des investissements. Est-ce que nous pouvons trouver un provider international qui va faire que la loi du grand nombre peut faire en sorte qu'un fournisseur puisse dupliquer les applications à l'ensemble des sociétés de bourse. Et lorsque ça a dupliqué les applications à l'ensemble des sociétés, ça ne leur coûte pas grand-chose. Parce que si ça doit leur coûter beaucoup d'argent, ils vont différer la réforme pour dire, bon voilà, nous voyons bien, mais nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'offrir à nos clients la possibilité de pouvoir acheter à distance. Monsieur le directeur général, on voit très bien que c'est un nouveau monde pratiquement qui s'ouvre ici à la BVMAC. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent, tout en restant bien sûr tout à côté pour collecter et traiter très rapidement toute information qui sortira bien sûr de ce monde nouveau qui se veut également numérique, qui se veut hautement digital, qui se veut innovant. Moi qui vous remercie et vous serez informé effectivement du déploiement de ce programme de réforme. Ça va beaucoup bouger. Je l'ai dit, je le redis, ça va bouger. Et d'ailleurs le marché vous fait entièrement confiance parce que vous êtes, on a suivi le représentant du PCA, Monsieur Mokoulou Mvondo, le dire très clairement, vous êtes hautement qualifié d'ailleurs pour la fonction que vous occupez aujourd'hui. Vous venez d'ailleurs, vous êtes très reconnu sur le marché financier sous-régional à travers notamment une boîte comme Société Générale dont vous avez dirigé le pôle financier justement. Et vous êtes également un enseignant et donc nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Merci. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous vous quittons et nous vous retrouvons très très bientôt avec d'autres informations financières.